Bonsoir tout le monde, retour du Twitch Insoumise après la coupure hivernale. On est bien content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris plein d'énergie pendant les fêtes, parce que vous avez bien compris qu'en cette rentrée-là, on en a grandement besoin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre Twitch Insoumise Mathilde Digné, députée d'Ille-et-Vilaine, Bonsoir tout le monde. qui nous avait bien manqué parce vous avez certainement vu qu'elle avait été absente pendant un moment et pour cause, elle était en congé maternité et vous avez peut-être vu, si vous la suivez sur les réseaux, si c'est pas le cas, faites-le, que c'est pas simple en fait d'être en congé maternité, et ensuite bien sûr d'avoir un jeune enfant et d'assumer en même temps un mandat de député. Deux jeunes enfants. Deux jeunes enfants en plus, c'est vrai, t'en as déjà un avant, qui est pas bien grand, quel âge il a le premier? Il a 3 ans. Bah voilà. Donc voilà, Mathilde va nous expliquer un peu tout ça, parce que vous allez voir que c'est très intéressant et que c'est peut-être des choses auxquelles on pense pas forcément quand on pense à la vie de député et la nécessité quand même d'exercer le mandat dans de bonnes conditions, le mandat pour lequel on a été élu. Et puis donc, Manon Meunier, députée de Haute-Vienne. Alors elle, vous l'avez vu normalement beaucoup à la télé ces derniers temps, parce que vous savez qu'elle était par Mons et par Vaux aux côtés des agriculteurs en colère et pour cause. Et puis là, donc voilà, elle va pouvoir nous expliquer tout ça en détail. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat parce que là, nous avons vraiment deux spécialistes de la question agricole et qui pourront vous répondre sur le fond à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur cette crise, enfin crise qui n'en finit plus, en fait, on ne peut plus parler de crise, enfin, la colère en tout cas qui s'exprime actuellement. Et puis donc moi, Anne Stambach-Ternois, députée de la Haute-Garonne, et je vous parlerai notamment des derniers rebondissements autour de l'autoroute A69 et j'ai deux, trois trucs sur le sujet de l'écologie à vous, à vous pointer aussi, comme d'habitude. Et puis notre chère vice-présidente de l'Assemblée, Madame Nadège Abo-Mangoli, nous rejoindra aussi en cours de route sur ce Twitch. Peut-être juste pour commencer, vous vous rappelez là dans quelles circonstances on se retrouve. Vous avez certainement entendu qu'on rediscute le budget. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ce qu'on appelle la deuxième lecture, c'est-à-dire que c'est le PLF, donc le projet de loi de finances, qui revient du Sénat. Il a été encore modifié, aggravé par le Sénat. C'était déjà une horreur, c'est encore pire maintenant. Et vous avez peut-être vu qu'on se trouve dans une situation un peu particulière parce que on a bien compris qu'il n'y aurait pas de majorité pour ce budget. Vous avez d'un côté, y compris, je crois que Horizon a voté contre en commission. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement ils sont censés être alliés de la Macronie. Donc on voit bien que tout s'effrite parce que le texte est déjà passé en commission en fin de semaine dernière, commission des finances, et là en fait il arrive en hémicycle aujourd'hui. Et donc en commission, il a été rejeté, et y compris donc la première partie, je vous dis avec le vote contre d'Horizon, et la deuxième partie qui est la partie sur les dépenses. Là c'est pareil, ça c'est rejeté, je crois à l'unanimité. Voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Vous avez peut-être vu que du coup, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il va être obligé de faire passer tout ça par 49.3, alors que c'était ce que le Cornu s'était engagé à ne surtout pas faire, que le Parti Socialiste nous avait vendu comme leur grande victoire. Ils avaient obtenu ça du Premier ministre, qu'il n'y aurait pas donc de 49.3. Là, on comprend bien que ce sera le cas, ou alors il passera par ordonnance. Bref, de toute façon, ça passera en force parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, je vous demande juste d'être attentifs. On va voir, il va y avoir donc probablement plusieurs 49.3. Quand, je ne sais pas vous le dire, mais c'est ce qui va probablement se passer dans les jours et semaines à venir, parce que le texte est à l'ordre du jour cette semaine et la prochaine. Et juste, vous verrez, lorsque le gouvernement met un 49.3, le Premier ministre annonce un 49.3, en fait, après, il peut choisir des amendements même ceux qui n'ont pas été discutés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le 49.3 arrive, on arrête les discussions, même s'il y a plein de choses qui n'ont pas été discutées du texte. D'accord? Donc là, ils peuvent choisir, en fait, faire leur petit marché dans les amendements qui leur plaisaient pas, avant d'aller redonner ça au Sénat. Ensuite, ça reviendra à l'Assemblée pour le dernier mot, vous suivez? Ok. Mais du coup, là, il faut comprendre qu'on verra à ce moment-là quels sont les termes de l'arrangement qui est en cours, tout le monde l'a compris, entre le Parti socialiste, la Macronie et les Républicains. Parce que, j'en finis là-dessus, vous avez certainement entendu le chantage qui a été fait à l'Assemblée par la voix du Premier ministre qui a annoncé que, attention, s'il y a une motion de censure qui passe, il y aura directement dissolution. Je vous rappelle que normalement, la dissolution, c'est la décision du président de la République, pas du Premier ministre. C'est pas à lui d'annoncer ça. Et on comprend bien que l'idée, c'était de mettre la pression, notamment aux socialistes, pour être sûr qu'ils ne censurent pas. La réponse n'a pas tardé, puisque les socialistes ont tout de suite annoncé que, poulala, ils n'allaient pas censurer. Alors, en tout cas, pour l'instant,
on ne sait pas ce qu'ils feront sur le budget, parce que s'il y a 49.3, nous, il y aura une motion de censure, hein, vous savez. Mais là, on a déjà déposé une autre motion de censure qui sera discutée demain et que le Parti socialiste a déjà annoncé qu'il ne voterait pas. Hein, ils font les bons élèves. Et cette motion de censure, là, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais on l'a déposée pour 2 raisons. Un, parce que le gouvernement Macron s'est complètement aplati devant Trump en validant en fait son attaque sur le Venezuela, l'enlèvement du président Maduro, etc., etc. Mais aussi parce que le Mercosur va être adopté. Vous l'avez entendu, ça a été décidé au niveau c'était le Conseil des ministres européen. Juste pour vous ayez conscience de la manœuvre, Emmanuel Macron avait dit, vous savez, hein, qu'on voterait contre, qu'il était contre, nanana. Nous, on a fait voter dans notre niche une résolution qui normalement oblige le gouvernement à refuser donc cet accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé passer le fait qu'il n'y ait pas besoin d'un vote unanime. Alors que normalement c'est le cas, mais qu'on puisse avoir un vote à majorité. Donc du coup, c'est pratique, ça passe, mais lui, il peut voter contre en disant oui, vous voyez, j'ai voté contre. Bon bref, nous on dénonce cette manœuvre-là, on dénonce le fait que Emmanuel Macron finalement valide en réalité le Mercosur. Et donc c'est pour ça qu'on a déposé cette motion de censure, qui sera donc discuté demain. Et là, je vais peut-être te laisser la parole, Manon, parce que donc ça, évidemment, ça a aussi un lien énorme avec la crise en cours, la colère manifestée par les agriculteurs dans notre pays. Et peut-être juste pour l'anecdote, aujourd'hui, il y avait des grosses manifestations à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ça à la télé. C'est incroyable. Et tous les tracteurs ont pu rentrer dans Paris, ils ont pu se rapprocher de l'Assemblée nationale. Ils étaient encore tout à l'heure. Je crois que ça ne s'est pas passé comme ça pour tout le monde. Non, ça ne s'est pas exactement passé comme ça pour tout le monde, en effet. Bonsoir déjà à toutes et tous. Moi, je suis heureuse d'être là ce soir. C'est la première fois que je fais le Twitch Insoumise et je suis contente que Mathilde soit revenue pour le faire parce qu'elle nous avait beaucoup manqué. Ouais, sur la crise agricole, alors sur les manifestations, donc oui, vous avez vu aujourd'hui un dispositif assez impressionnant parce qu'il y avait des centaines de tracteurs qui sont arrivés à Paris avec une facilité absolument déconcertante. Pourtant, vous avez peut-être dû voir les jours d'avant qu'il y avait eu la coordination rurale qui avait fait la même chose, qui avait essayé de monter jusqu'à Paris. Ça avait pris des jours et des jours. Il y avait eu des arrestations, notamment de représentants syndicaux qui avaient été mis en garde à vue, etc. Et puis au final, c'était quelques tracteurs qui avaient réussi à accéder à la capitale. Du côté de la Confédération paysanne, il a fallu coopérer avec la CGT qui avait ramené des tracteurs au sein de transporteurs qui avaient été stockés dans les locaux de la CGT pour pouvoir bloquer le périphérique de Paris. Et pareil, il s'était fait arrêter très très rapidement. Et puis vous avez peut-être vu l'arrestation très violente des 2 porte-parole nationaux de la Confédération paysanne, Thomas Gibert et Stéphane Gallet, qui se sont fait plaquer au sol alors qu'ils marchaient violemment autour de l'Arc de Triomphe. Et là, bizarrement, aujourd'hui, on a 300 tracteurs, je crois. 250, je crois. Voilà, qui ont réussi à arriver tranquillement jusqu'à l'Assemblée nationale, escortés par les forces de l'ordre. Et ça, ça a une explication. C'est parce que c'est la FNSEA qui se trouve derrière, qui est le syndicat agricole qui est dit majoritaire, mais en l'occurrence, qui est le syndicat agricole, le shadow cabinet de la ministre de l'Agriculture. Exactement. C'est à se demander qui est véritablement shadow cabinet de l'autre, en fait, parce qu'en réalité, c'est plutôt Arnaud Rousseau, qui est président de la FNSEA, qui prend les décisions, et Annie Genevard, qui est ministre de l'Agriculture, qui applique. Donc ça explique aujourd'hui effectivement qu'on ait eu autant de tracteurs devant l'Assemblée nationale, ils ont été escortés et on a ici un 2 poids 2 mesures du gouvernement. Ça s'explique parce que la FNSEA derrière, alors il ne faut pas mettre tous les agriculteurs et les agricultrices qui appartiennent à la FNSEA dans le même panier, parce que la sociologie du monde agricole, elle est assez complexe, mais le président de la FNSEA qui s'appelle Arnaud Rousseau, lui on le dénonce assez souvent, c'est un agro-businessman en fait, c'est pas vraiment un agriculteur qui a des intérêts dans tout ce qui est traité de libre-échange avec le Mercosur et en réalité qui ne fait rien pour vraiment s'opposer à ce traité, tout comme Macron, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron, au tout début, parce que il a quand même eu depuis 2017 pour faire quelque chose, pour s'opposer à ce traité de libre-échange. Il n'a absolument rien fait. Les premières années, il disait que c'était un accord qui répondait parfaitement à nos attentes environnementales et sanitaires. Là, vous avez vu aussi... Oui, oui, tout à fait. C'est un super accord. Là, vous avez vu qu'il y a quelques semaines, il a dit qu'il était plutôt positif par rapport à ce traité. Donc, en réalité, effectivement, comme tu l'as dit, Anne,
Il a mis en place les conditions jusqu'au bout pour que tous les pays puissent valider le traité, pour que lui, à la fin, puisse dire non tranquillement et se cacher derrière l'Union européenne en disant c'est pas de ma faute. C'est exactement ce qui est en cours. Alors qu'il faut le rappeler, hein, en fait, pourquoi les agriculteurs se mobilisent contre ce traité de libre-échange, c'est parce qu'en fait, ce traité de libre-échange, c'est 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaires qui vont être importées dans l'Union européenne. Et c'est un modèle agricole qui n'est pas du tout le même que le nôtre, en fait. C'est des fermes de 50 000 bœufs aux hormones. Donc, évidemment, c'est des systèmes qui sont pas du tout mais comparables aux nôtres, où on est en moyenne sur des troupeaux où on compte 9 fois sur 10 moins de 100 vaches dans nos élevages bovins en France. On est encore majoritairement sur un modèle familial qui n'est pas... Une moyenne de 70 hectares, les fermes. Voilà. Donc ça n'a rien de comparable et effectivement notre modèle il n'est pas compétitif à l'international et on a envie de vous dire en fait c'est pas grave parce qu'il est bien meilleur d'un point de vue environnemental, il est meilleur pour la santé, il est meilleur pour les animaux. En gros il respecte bien davantage tout le système agricole en fin de compte, y compris sur des questions de salaire parce que ce qu'on dénonce souvent aussi c'est que on a tendance, enfin le gouvernement a tendance à toujours vouloir aligner le modèle agricole français par le bas sur les normes environnementales pour être toujours plus compétitif. Demain, il faudrait aussi pouvoir le faire sur les normes sociales. Si c'est la compétitivité qui nous guide, en termes de salaire, pour les salariés agricoles, c'est pareil, on a des salaires qui sont mieux-disants en France. Alors jusqu'où on va aller à toujours s'aligner par le bas, c'est des questions qu'on se pose. C'est pour ça que nous, on ne veut pas baser notre politique agricole sur la compétitivité internationale, on veut baser nos politiques agricoles sur du protectionnisme, accepter en fait que l'agriculture et la souveraineté alimentaire de la France, ça a un intérêt fondamental et que ça mérite d'arrêter d'être mis en concurrence en permanence à l'international et dans des logiques de libre-échange à outrance. Il y a une question là qui dit comment on peut faire... Avez-vous des propositions pour essayer de contenter et réunir l'ensemble du monde agricole? Mais je pense que c'est un peu ce que tu dis. Enfin, le monde agricole, il est hétérogène. Donc, en fait, oui, il y a une partie du monde agricole qui n'est pas vraiment opposée fermement au Mercosur, mais parce qu'ils ont aussi des intérêts chez les viticulteurs. Il y en a beaucoup qui exportent. Donc, il y a aussi parfois des intérêts pour eux. Et je pense que c'est difficile de se dire qu'on pourrait contenter tout le monde agricole, enfin, parce qu'il y a quand même des intérêts qui sont différents selon certaines productions. Après, ce qu'on voit, c'est que tous les syndicats sont quand même opposés au Mercosur. Bon, est-ce que la FNSEA s'est pas réveillée aussi un peu tard? C'est un peu parfois les questions qu'on se pose, quoi, quand on voit là leur grosse mobilisation et tout ça, mais... Enfin, je sais pas, Oui, ce qui se passe aussi, et moi je le ressens un petit peu comme ça, notamment de la part d'Arnaud Rousseau, qui tout d'un coup, effectivement, s'inquiète du Mercosur, c'est que c'est un petit peu un écran de fumée qui se met en place pour pas parler de l'autre sujet qui est brûlant dans l'actualité agricole, qui est celui de la dermatose nodulaire contagieuse et de l'abattage total. Vous en avez certainement entendu parler aussi, hein, c'est l'un des mots d'ordre premiers des mobilisations agricoles et des points de blocage. La dermatose, je rappelle, c'est une maladie qui concerne les bovins, qui a explosé en France il y a 7 mois maintenant. C'était en Savoie et en Haute-Savoie. Nous, le groupe Insoumis, on a été les premiers à se mobiliser sur le sujet parce qu'on est allé sur place, en fait. Moi, j'étais sur les fermes. Il y avait aussi Sandrine Nosbé, il y avait Jean-François Coulombe, Mathilde qui suivait également le sujet. On était plusieurs mobilisés. Et dès le départ, on a dit, en fait, l'abattage total systématique, ça ne peut pas être une réponse proportionnée parce qu'on n'est pas sur une maladie qui est transmissible à l'homme. La dermatose, c'est pas transmissible à l'homme. Et puis surtout, l'abattage total d'un troupeau, c'est vraiment le plus violent de ce que vous pouvez faire subir à un éleveur. C'est faire perdre des années et des années, voire des générations et des générations de liens créés avec le troupeau, de sélection génétique. De travail et en fait c'est pas une réponse proportionnée et nous dès le départ
donc ça fait 7 mois maintenant, on a proposé d'élargir rapidement la vaccination, puisque c'est ce que disent les scientifiques en fait, c'est ce que disent les autorités européennes sanitaires, que la solution la plus efficace, c'est la vaccination, et de passer sur un abattage partiel. Et en réalité, Annie Genevard a attendu très longtemps, donc la ministre de l'Agriculture a attendu très longtemps avant de mettre cette solution d'élargissement de la vaccination en place. Il aura fallu qu'on en arrive au fait de l'Ariège, donc vous avez dû voir d'une extrême violence, vous aviez les CRS sur la ferme, parce qu'en fait, en Ariège, il y a eu un cas positif sur une ferme, et il y a des éleveurs qui ont voulu se battre pour pas subir l'abattage total de leurs troupeaux. Il y a énormément d'éleveurs, et y compris de citoyens et citoyennes, qui sont venus en soutien et qui étaient très nombreux sur la ferme. Et ça a donné des images très violentes. Alors les services de l'État qui retournaient les tracteurs dans les champs et les voitures au début pour pouvoir accéder jusqu'au site. Et puis après, des gazages sur place, des quarts de CRS partout pour venir faire de la répression sur place. Nous, on nous disait même, parce que je me suis rendue sur cette ferme ce jour-là, les services de l'État nous disaient qu'ils étaient en train de mettre en place, ils avaient réquisitionné la salle des fêtes pour mettre en place un hôpital d'urgence. Donc c'est-à-dire qu'ils savaient que ça allait finir au carnage et ils étaient prêts à en aller jusque-là pour aller pouvoir abattre les vaches qui étaient là, quoi. Donc on questionne aussi grandement le gouvernement sur ces réponses, qui ne sont que des réponses de répression depuis le départ, et qui font en réalité plus monter la colère du monde agricole qu'autre chose. Et il aura fallu en arriver là pour que le lendemain, justement, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, fasse une petite vidéo pour demander à ce qu'on puisse peut-être élargir la vaccination, et à ce que l'élargissement de cette vaccination se passe enfin. Ouais. Merci beaucoup Manon. Et il y a quelqu'un qui te disait, qui te félicitait tout à l'heure. Bravo, même les gens de la CR parlent bien de toi. C'est vrai que moi j'ai testé, je parlais de toi à des agriculteurs, ils te connaissent tous. Mais effectivement, parce que ce qui est super intéressant, ce que tu racontes très bien, c'est que Manon elle a fait un énorme travail de terrain de longue date auprès de tout le monde et en portant justement nos propositions qui elles étaient prévues, donc comme tu l'as dit très bien depuis longtemps. On peut te donner la parole. Ah oui, pardon, j'ai pas vu. Il y a une question. Ah oui, bonne question. Le blocage au Parlement européen, oui, tout à fait. C'est l'un des outils. Alors c'est pour ça, il ne faut pas du tout considérer que la bataille contre le Mercosur est terminée. Au contraire, il nous reste des éléments. Bon, on l'a rappelé, donc nous, on a déposé une motion de censure. Déjà, pour envoyer un signal fort au niveau du gouvernement, parce que en fait, la France, elle a un rôle diplomatique absolument fondamental à jouer au sein de l'Union européenne. Nous, on dit même, en fait, il faut en arriver à un stade où si ce traité part, on peut menacer de cesser la contribution de la France au budget de l'Union européenne. C'est parce qu'il en va de la souveraineté alimentaire de l'UE, donc c'est un sujet à ne pas négliger. Et nous accueillons Nadège. Bienvenue. Donc ça, c'est la première chose et effectivement le premier outil au niveau français. Et donc encore une fois, c'est à Emmanuel Macron de s'y opposer. Et puis au niveau du Parlement européen, effectivement, on y travaille aussi beaucoup. Manon Aubry est très mobilisée notamment sur ces sujets, la présidente du groupe. Et il y a 2 opérations en cours. Donc déjà la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, parce qu'on considère que ce traité aujourd'hui, il ne respecte pas les conditions en fait voulues par l'Union européenne, qu'il est illégal par rapport aux conditions dans lesquelles ça se passe, y compris démocratiquement. Donc il y aura un vote au sein du Parlement européen pour décider de cette saisine de la Cour de justice. C'est pour ça que c'est très important de maintenir la pression politique, y compris sur les députés européens. Et puis bien sûr, il y aura un vote final aussi sur le traité, et ça risque de se jouer à pas grand-chose. D'où l'importance des mobilisations agricoles en cours et d'une convergence plus large aussi, que nous, en tant que citoyens et citoyennes, on puisse aussi soutenir ces mobilisations et montrer notre opposition au Mercosur, parce que rien n'est encore joué, il ne faut pas lâcher. Il y a quelqu'un qui dit que le macronisme est tellement au bout que la seule réponse qu'ils ont, c'est la répression. Oui. Et c'est tout à fait vrai. Là, on le voit très bien, y compris avec les agriculteurs, enfin contre les agriculteurs. Parce que je rappelle quand même que Darmanin, il avait dit à une époque, on ne va pas envoyer la détresse du monde agricole par les CRS. Alors que jusque-là, en tout cas, ça ne les dérangeait pas. Vous avez vu la répression massive lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Avant ça, il y avait eu de toute façon les gilets jaunes et ces nombreux éborgnés et mutilés d'une manière générale. Et puis, il y a eu évidemment la répression
ultra-violente de Sainte-Soline, par exemple, sur le volet écologique, où là, vous voyez que voilà, la violence contre toute opposition politique, parce que finalement, c'est de ça dont il s'agit, ça leur faisait pas peur, maintenant, y compris envers les agriculteurs, quand ça va pas dans le sens qu'ils voudraient. Et j'en profite pour dire que la semaine dernière, nous avions un débat qui était notre débat carte blanche, c'est-à-dire c'est le débat ou un débat dont on choisit le thème que la France Insoumise avait organisé sur la question, justement, tu te souviens du titre que Nadège le présidait ce jour-là, Oui, le titre c'était exact. sur l'indemnisation. C'était sur l'indemnisation et les assurances. Pour, l'assurance Moi, récolte. je pensais aux violences, policières. oui, parce que sur la ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a un premier débat sur les violences policières. Oui, Donc toi, tu es intervenu sur les violences contre les opposants pour l'autoroute A69. Et non, sur la Sainte-Soline. Sainte-Soline. Sainte-Soline, avec, vous savez, les vidéos, etc. Voilà. Et ensuite, il y a eu un débat avec la ministre de l'Agriculture sur l'assurance récolte, et au moment où les agriculteurs étaient devant l'Assemblée. Donc c'était assez, la concomitance des deux était assez impressionnante. Bon, évidemment, langue de bois, Oui, j'imagine. En tout cas, c'était deux débats intéressants. Il y a eu, en première partie, c'était Hugo Bernalicis et Elisa Martin qui avaient organisé ça pour le groupe, avaient fait intervenir Assa Traoré, Stéphane Rocher, Sébastien Rocher, et puis et Monsieur Lancet, je crois, c'est un policier lanceur d'alerte, ouais. Qui était assez ému de ce qu'il racontait. Ouais, c'était hyper intéressant. Et en deuxième partie, du coup, on a interpellé Nunez, donc le ministre de l'Intérieur. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que moi, j'ai posé la question de Sainte-Soline. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder des extraits de tout ça, parce que moi, j'ai trouvé vraiment que c'était un débat extrêmement intéressant et éclairant, justement, sur la dérive répressive de longue date, mais... et ses conséquences. Tout à l'heure, donc, je vous disais que Manon était par Mons et par Vaux sur le terrain depuis plusieurs mois, et donc une autre spécialiste de la question agricole, c'est évidemment Mathilde, mais sauf que là, elle ne pouvait pas être par Mons et par Vaux, et pour cause, elle était donc, comme je vous le disais, en congé maternité, et du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton retour à l'Assemblée, les difficultés que tu as pu rencontrer du fait, justement, de cette nouvelle maternité. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Oui, du coup, là, je suis en train de reprendre progressivement mes activités de parlementaire. Non, c'est bon. Parce que la petite, elle est avec mon conjoint juste derrière, du coup, je m'organise comme je peux. Et donc, en fait, en 2022, j'étais enceinte quand j'ai été élue, et je me suis rendu compte que quand on est en pause maternité, on ne peut pas être remplacé par son suppléant. Exactement. Et en fait, il n'y a rien qui est prévu dans la Constitution, dans la loi. Et en fait, c'est dans la Constitution, normalement. Et donc, dès 2022, j'avais déposé une proposition de loi pour que les députés qui accueillent un enfant puissent être remplacés par leur suppléant. Et donc, ça avait fait beaucoup parler. Et donc là, je suis retombée enceinte en 2025, donc même problématique. Et là, on a redéposé la proposition de loi et on a ajouté le fait que même un député ou une députée qui serait en arrêt pour cause de maladie longue durée ne peut pas non plus être remplacé par son suppléant. En gros, on peut être remplacé par notre suppléant ou notre suppléante si on décède. Ou si on prend un poste au gouvernement, chose qui ne nous arrivera pas, en tout cas sous Normalement. cette présidence. Ça en 2023. Voilà, exactement. Et donc voilà, j'ai dû m'absenter et m'organiser. Du coup, à l'Assemblée, c'est des collègues qui ont pris ma délégation de vote. Que sur les scrutins publics. Après, tout ce qui est vote à main levée, débat en commission, ma voix n'est pas là, donc je ne peux pas représenter. C'est-à-dire mes électeurs ne peuvent pas être représentés. Et puis voilà, c'est une vraie problématique de représentativité en fait. Et là, je suis en train donc de reprendre progressivement mes activités. Et je suis confrontée à ce que vivent beaucoup de femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité, même si moi je suis députée, donc je peux m'organiser un petit peu différemment.
Mais n'empêche que j'ai fait le choix d'allaiter. Donc, comme l'OMS le préconise, c'est-à-dire jusqu'aux 6 mois de l'enfant, moi j'aimerais bien pouvoir allaiter jusqu'aux 6 mois de mon enfant, mais en réalité ça risque d'être compliqué. Parce que c'est pas tout à fait adapté, que je quitte aussi. Enfin, moi j'habite en Bretagne, quoi. Donc quand je pars plusieurs jours. bien sûr. Voilà. Et puis c'est difficile aussi. Il y a beaucoup de familles qui ont du mal à trouver des moyens de garde. Et moi j'ai été dans ce cas. Et donc voilà, la reprise de l'activité quand on a un enfant en bas âge, c'est pas simple. Et donc on s'organise un petit peu comme on peut. Donc voilà, donc oui, je me suis pris une polémique la semaine dernière. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait ça comme question tout à l'heure. En fait, c'est l'extrême droite qui s'est engouffrée là-dedans. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que si l'extrême droite s'engouffre là-dedans, alors qu'on parle de droits des femmes, du coup, bon, c'est a priori logique, puisque l'extrême droite, à chaque fois qu'ils y prennent le pouvoir, en fait, ils s'attaquent en premier aux femmes, aux droits des femmes. Mais du coup, c'est quand même inquiétant aussi, quoi, que du coup, d'un côté, on nous dit en tant que femme, si on reprend trop tôt, vous êtes une mauvaise mère, vous avez laissé vos enfants. Mais en tant qu'élue, si je viens avec mon enfant à l'Assemblée ou quoi, on nous dit je suis si je suis trop longtemps en congé maternité, on va me dire que je suis une mauvaise élue parce que je fais pas mon travail. Du coup, on a des injonctions un petit peu aussi de tous les côtés. Déjà, même quand tu es en arrêt maladie, ou si tu es en congé maternité, déjà en plus, il y a quelque chose d'assez frustrant politiquement, c'est que tout le travail que tu inities, déjà, il y a aussi parfois une pause, et on n'est pas forcément, nous, capables de reprendre des dossiers facilement, alors que potentiellement un suppléant, il pourrait le faire. Et pour revenir aussi à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, moi, je trouve ça un peu gênant, hallucinant, c'est qu'à un moment donné, toi, tu veux expliquer concrètement comment ça se passe, le retour à l'emploi. Parce que bon, c'est pas un job ce qu'on fait, mais c'est un parallèle au retour à l'emploi. Tu expliques les règles de l'Assemblée nationale, mais les gens ne les connaissent pas vraiment. Donc tu viens en commission, tu dois signer, tu rentres en commission. Et puis, quand on est en commission, on peut rester toute la commission ou partir avant. Et la raison pour laquelle tu pars avant, c'est que mon bébé pleure. Donc, que voulaient les gens? Que tu restes dans la commission avec le bébé? Que je laisse le bébé dans le couloir? Enfin, en fait, le truc, c'est que tu as tenté de voir comment ça se passait et on te le reproche. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais je pense que les gens qui savent ce que c'est le retour à l'emploi, les conditions de garde des enfants, voilà, je pense que là, pour le coup, ils ne tomberont pas dans cette mauvaise foi, quoi. Moi, je trouve ça... je suis pas étonnée, mais en même temps, il faut faire attention parce que ça arrivera peut-être aux députés de leur groupe, quoiqu'en général, quand les députés de leur groupe sont absents, c'est pour d'autres raisons. Voilà, quoi, c'est pas, en plus, c'est même pas un exercice égocentré, c'est un exercice qui montre comment ça se passe pour n'importe qui. Et en fait, il y a aussi pas mal de femmes qui sont parfois amenées à venir sur leur lieu de travail avec un enfant. Bien sûr. Bon, c'est quand même... Et donc, le dossier là, de reprise, ça va être quoi du coup? Eh ben là, du coup, j'ai un petit classeur avec tous les comptes rendus, les de rendez-vous, les notes, etc. Donc, faites par ton équipe pendant mon équipe pendant mon absence. Donc, c'est une petite organisation à voir. Et donc là, je suis sur les sujets agricoles avec Manon. Et puis, donc Egalim aussi, c'est un peu lié c'est lié aux questions agricoles aussi, sur la juste rémunération des agriculteurs. Sur la place des femmes aussi en agriculture, je suis un petit peu monomaniaque de l'agriculture. Non, mais il y a d'autres sujets. Après, moi, sur ma circonscription, j'ai eu des sujets autour de projets miniers, autour de la question de l'eau, de la qualité de l'eau. Et puis après, comme
beaucoup d'entre nous, je pense, sur l'accès aux services publics, la santé, voilà. Ouais, on a de quoi faire en ce moment. Ouais. Et juste pour pointer sur ce que tu racontais de ton retour donc à l'Assemblée, il faut bien comprendre qu'en fait, ce que ça dit là, c'est que concrètement, le mandat de député a été pensé uniquement pour les hommes. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est ça qui est au-delà, je trouve, du retour à l'emploi. Enfin, tu vois, la polémique, moi, je la trouve débile parce qu'en fait, ce que tu montres, c'est que c'est pas pensé. Enfin, et en plus, il y a même pas moyen de faire des arrangements pour que tu puisses continuer à exercer le mandat pour lequel tu as été élu, alors que tu as un jeune enfant, et comme tu le disais tout à l'heure, quelqu'un qui se retrouve en arrêt maladie longue durée, bah, c'est pareil finalement. Ça veut dire que ces électeurs sont plus représentés. Donc il y a quand même un énorme problème, quoi. Et je rappelle quand même, souvenez-vous quand Podemos avait pris le pouvoir en Espagne, on avait vu justement, ça m'avait frappé, une élue qui était jeune maman et qui était venue et qui avait siégé en allaitant son enfant. Je sais pas, vous vous souvenez, ça avait beaucoup tourné, mais justement parce que ça montrait, en fait, voilà, la réalité, c'est ça aussi. Si on dit que, et c'est ce qu'on dit nous en tout cas, que l'Assemblée doit être représentative de la population, ça veut dire aussi des jeunes parents dans l'Assemblée. C'est plus des vieux mâles comme on a connu à une époque. Et heureusement, mais donc du coup, il faut que l'Assemblée s'adapte et que de manière à ce qu'on puisse toutes et tous faire notre travail, celui pour lequel on a été élu, dans de bonnes conditions, quoi. C'est clair que moi, je me suis dit, en fait, c'est difficile à recevoir bien sûr. tous ces messages hyper violents et tout ça. Mais en fait, il faut quand même que nous, en tant que femmes élues, on puisse dire, en fait, c'est normal, c'est des situations sur lesquelles il faut travailler effectivement. Et en fait, nous, notre rôle, c'est aussi de faire en sorte que toutes les femmes, les jeunes femmes, se disent qu'elles peuvent faire de la politique et elles peuvent avoir des enfants. Et en fait, c'est juste aujourd'hui l'institution qui n'est pas adaptée. Exactement. Et donc, faut changer ça, quoi. Et du coup, d'ailleurs, comment elle avait été reçue, ta PPL, les débats qu'il y avait eu autour de ça, au moins dans la presse et tout ça? En fait, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, de la maternité, du remplacement des députés en cas d'accueil d'un enfant, la presse s'en saisit, que ce soit en 2022 ou là en 2025. Il y a eu des documentaires sur le sujet, parce que l'Assemblée, alors on n'est pas encore, il n'y a pas encore la parité à l'Assemblée, hein, on est encore, il n'y a pas encore une majorité de femmes. 36. Mais 36%, c'est tout? ouais. Je pensais. C'est moins bien que le mandat précédent, on était 38. Oui, c'est ça. Mais n'empêche que l'Assemblée se rajeunit. Donc ça veut dire que les députés, ils sont plus en âge d'avoir des enfants. Et donc l'institution, elle doit évoluer aussi, quoi. Moi, ce que j'avais remarqué quand tu avais sorti ta proposition de loi et qu'il y avait eu des reprises médias, moi j'avais des gens qui m'en ont parlé. Et en fait, les gens pensaient. En fait, pour les gens, en fait, quand on leur dit qu'il y a un suppléant ou une suppléante, les gens pensent vraiment que si on a un problème de maladie, ils nous remplacent. Les gens pensent ça, en fait. Les gens ne sont pas au courant. Alors après, moi, je vois bien que ça pose un problème, par exemple, pour le ou la suppléante, par rapport à son boulot à lui. Donc ça veut dire que ça nécessite que c'est l'ensemble des filières ou des branches professionnelles qui intègrent ça déjà dans leur schéma. Parce qu'en fait, du coup, si un suppléant ou une suppléante peut le remplacer, ça veut dire que la société, par ailleurs, doit être prête à lâcher comme ça quelqu'un pour une durée peut-être courte ou même plus longue. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas au courant, en fait, de ça. Ils pensent que... Je sais pas toi ce que les gens t'avaient dit en fait sur le terrain. Moi à chaque fois c'est toujours donc c'est votre suppléant qui va aller à l'Assemblée. Non, du coup il y a rien de prévu, donc on réexplique et je réexplique. Et en circonscription c'est vraiment une discussion avec mon suppléant où lui effectivement il a son activité professionnelle, donc c'est selon ses disponibilités. Où on s'est dit là ce serait bien de pouvoir y aller, mais du coup après c'est mais vous n'êtes pas dans le protocole parce que donc vous pouvez pas prendre de faire de discours par exemple. Ce dont tu parles là en fait c'est le fait que par contre nos suppléants peuvent nous représenter en circonscription, c'est ça en fait. Ça ils ont le droit de le faire sur certaines choses, mais voilà ils ont le droit de le faire. Ce qu'on vient de dire qu'ils pouvaient pas reprendre les dossiers, c'est pour dire clairement
Par contre, vas-y, je Oui, continue. non, mais tu as raison de dire qu'ils peuvent nous représenter, mais c'est d'un commun accord entre Tout à nous. fait. Enfin, il n'y a rien, c'est écrit nulle part. Et déjà, ils peuvent même pas mettre Oui. l'écharpe. Oui, non, tout à fait. Donc, Non, mais en plus, ce qui est injuste par rapport aux questions des suppléants, c'est que c'est injuste d'un endroit à un autre. C'est-à-dire qu'il y a sur une circonscription dans une ville, et le maire de la ville A, il pourra autoriser ton suppléant à déposer une gerbe ou à Voilà. prendre la parole à ta place. Et d'autres non. Et d'autres endroits, Oui, c'est le vrai. suppléant, il n'est pas dans le protocole. Il Ouais. peut... Alors pour le dépôt de gerbe, ça, il laisse un petit peu, mais en fait, il y a des endroits où le suppléant sera dans le protocole, d'autres endroits non. Il y a certaines réunions, par exemple, avec des institutions auxquelles le suppléant pourra assister, d'autres non. Et en fait, ça dépend trop de la pratique des personnes en face. Donc en fait, il n'y a pas de pratique unifiée pour le statut des suppléants parlementaires. Quoi. oui, c'est vrai. Donc, Ouais, justement, c'est une question. Il y a quelqu'un qui demande ils font quoi du coup, les suppléants? posez des questions, allez-y, ouais. Ouais. Alors, vous, les suppléants, ils font quoi? Bah, moi, mon suppléant, il a été il a fait quelques saintes barbes. Alors, les saintes barbes, c'est les cérémonies des sapeurs-pompiers. Après, il a fait des inaugurations ou ce genre de choses, quoi. Mais, et si, quand même, il a suivi le dossier, un des dossiers brûlants de ma circonscription, là, sur un projet d'exploration minier. Où voilà, c'était important quand même d'avoir quelqu'un qui suive ce dossier. Ouais, Et c'est bien. puis, mais c'est pareil, il n'a pas voilà, il a pas le temps. Son temps n'est pas dédié à l'activité parlementaire. Oui, quoi. puis c'est bénévole du coup. Et Ouais, c'est du militantisme, Ouais. là. Ouais. Ouais, c'est là, ça, c'est ça. juste, c'est ça. Ouais, c'est du militantisme. Oui, parce que c'est ce que disait Mathilde au début, mais techniquement, ils n'ont aucune obligation. En C'est fait. ça. Donc, ils font quoi? Ils sont suppléants sur le papier et Mm. ils sont mobilisés qu'à partir du moment où nous, on prendrait effectivement un Mm. poste au gouvernement ou si on est élu maire aussi et qu'on lâche. Oui, c'est vrai. Il y a ça Il y a aussi. ça aussi. Oui, Parce que oui, ça, c'est ça. ça pourrait concerner. Ah oui, pour les questions cumulées, tout ça. Oui, Ouais. T'as ton on n'a suppléant, plus du le coup. droit d'être, Oui. on n'a plus le droit d'être maire et député. Et j'ai envie de vous dire d'ailleurs, moi je suis souvent interpellée là-dessus. Je sais pas vous. Moi en Circo, on me demande souvent, on me dit c'était bien parce que ça permettait que les députés ils soient ancrés sur le terrain. Oui, bah, ça change. Moi je vois pas comment on peut être maire Non, et moi député non à la plus. fois, hein, parce que député c'est déjà Si on veut bien bon faire travail. son- Voilà, si si on veut vraiment son bien travail, faire, je pense que le non cumul de mandat c'est très important. Ouais. Puis, Non, il y mais a en ça. plus, ça n'empêche pas, en fait, ça n'empêche pas l'ancrage Bien militant. sûr. Enfin, je pense que c'est vraiment des idées reçues qu'il y avait avant, en fait. D'une façon de faire de la politique une façon aussi. de faire de la politique. Et Avec puis des barons aussi, locaux. voilà, des barons locaux et une période en plus où il y avait. C'était très bipartiste. Partisans. Bipartisan. Bon. Bon, Le bipartisme était fort. Voilà. Le bipartisme était fort. Et donc, quand tu pouvais avoir un groupe, je sais pas, moi, majoritaire avec 300 personnes, c'est vrai. oui, s'il y avait quelques personnes qui cumulaient, le groupe roulait. C'est vrai, t'as raison. Là, on n'est plus dans la même époque de toute façon, et moi je pense que non seulement c'est compliqué de faire des choses de manière générale à toute époque, mais là, de nos Aujourd'hui. jours, moi je pense que ça me paraît impossible. Il y avait des choses qui étaient mal faites. Mais y compris d'ailleurs pour le fait de bien exercer son mandat de maire. Enfin, je sais pas, moi, tous les maires avec qui je discute en circonscription, notamment dans les petites communes, en fait, c'est un engagement H24 quand même, quoi. Donc en vrai, faire sérieusement les deux, ça n'existe pas. Donc soit effectivement, tu te reposes sur ton conseil municipal en tant que maire, soit comme tu dis, t'es pas à l'Assemblée, mais ça c'était peut-être valable quand il y avait Il y avait effectivement des- des voilà. énormes groupes. Et encore que, enfin, je suis Encore désolée, que, t'es oui, élu non. pour faire quelque chose en réalité, enfin, Oui. t'es là pour travailler la loi, pour porter des dossiers. Enfin, moi je suis d'accord, c'est pas sérieux du tout. En plus, quand on a étudié le texte là, sur le statut d'élu local, on a répété et répété et répété qu'on avait du mal à trouver des personnes qui voulaient se porter candidate pour être maire, et notamment dans les petites communes. Ouais. Et notamment dans les petites communes de la ruralité. Donc, le cumul avec un poste de député, alors dans les grosses villes, j'en parle même pas. Donc, ça doit être une pratique du mandat qu'on a du mal à imaginer, Ouais, nous, tout à en fait. Ouais, franchement, moi, Et du coup, alors, c'est vrai, il y a une incompréhension sur le chat. Il y a quelqu'un qui dit, donc si je comprends bien, on parlait toujours des suppléants, Oui. en disant ils travaillent les sujets pour la sénatrice. Alors nous, on est députés, sénateurs, sénatrices, c'est ceux qui sont au Sénat. Donc on est à l'Assemblée nationale, c'est des députés, mais tout ça, on est tous des parlementaires. Et juste pour dire, voilà, puisse mieux en parler, ben non, en fait, ça c'est le travail de nos équipes.
c'est-à-dire nos assistants parlementaires. On a tous des équipes qu'on a constituées et eux, effectivement, ils travaillent les dossiers pour nous aider justement à en parler, à prendre des positions, apporter des propositions, etc. etc. Alors, par exemple, pour illustrer un cas concret, moi, mon suppléant est aussi, je l'ai aussi embauché en tant que collaborateur. Voilà, il y en a d'autres pour qui c'est le cas. Donc lui, effectivement, il fait ce travail-là de préparation des dossiers, etc., mais en tant que collaborateur, pas en tant que suppléant. À côté de ça, comme tu racontais Mathilde, des fois, il va me représenter. Là, par exemple, en ce moment, c'est les vœux dans les circonscriptions, donc c'est les maires font leurs vœux, etc. Il y en a plein en même temps, et donc du coup, souvent on se répartit. Il va me représenter au vœu d'un maire pendant que moi je suis au vœu d'un autre. Ça permet de garder le contact, de dire bonjour, madame la députée, vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, mais on est là. Vous voyez, ça permet de garder le lien avec le terrain, les élus locaux, la population, et puis aussi donc sur les cérémonies. Mais c'est tout ce qu'il peut faire en tant que suppléant. Et encore une fois, dans la limite des possibilités, parce que des fois, il y a des mairies qui ne vont pas accepter que le suppléant soit là pour que tu me gerbes, etc. Donc ça dépend. Mais le travail de vraiment parlementaire, t'inquiète pas, dis pardon, député, c'est pas grave du tout, c'était juste pour pas qu'il y ait de malentendus. Mais oui, du coup, le travail qui est fait sur les dossiers, c'est en tant que collaborateur et pas en tant que suppléant. Et du coup, on fait une petite dédicace à Sarah Legrain. Mais oui, bien sûr. Qui vient d'annoncer là qu'elle se mettait en retrait un petit peu, en pause maternité. Donc, on pense à toi. On pense à Sarah Si et puis qu'elle profite bien de cette pause aussi maternité. Je crois qu'elle va avoir du mal à décrocher. Alors, du coup, moi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à décrocher. Ouais, mais c'est pour ça que je dis ça pour Sarah, parce que je sais que... Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que mon bébé est né 4 jours après le terme. Ah ouais. Et les 4 jours après, il était bien. Ouais, elle était bien au chaud. Ah ouais. Et puis, difficile de lâcher prise, mais c'est aussi difficile de reprendre, si je veux être honnête. Ouais, non, mais du coup, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, du coup, tu as suivi la bataille budgétaire. Non, mais en plus, moi, j'ai eu... j'ai accouché début octobre. Et en septembre, je me suis aussi pris... il y a une polémique de facho parce que il faisait une fête du cochon. Ah oui, je me souviens. Et moi, j'ai rien contre les cochons. C'est pas ça le problème. Mais du coup, ils invitaient des gens qui avaient fait des affiches racistes possibles. Enfin, c'était... Et donc, juste le dernier mois avant que j'accouche, quoi. Donc, je me suis pris... Et en fait, ils faisaient une fête du cochon sur ma circonscription. Donc, il fallait quand même que je le dénonce, quoi. Oui, je me souviens. Passer ça. Avis aux fachos, en fait, on peut faire des fêtes du cochon, en fait... Et alors, en fait, c'est ridicule, hein, le truc de faire une fête, dire pour... tu sais, que ça devient le symbole de... allez vous faire voir les musulmans. Non, mais franchement, c'est grotesque. Oui. Les musulmans ne vous demandent pas d'arrêter de manger du cochon. Et d'ailleurs, il y a même des éleveurs de porcs qui ont fait il y a un article qui est sorti en disant... Enfin, en gros, les éleveurs, ils dénoncent le fait que l'extrême droite utilise le cochon comme un étendard, quoi. Voilà. Donc, je me suis pris ça juste... Avant de ne pas décrocher à la couche prématurée. Non, mais moi, en tout cas, on est très contente de te revoir. Oui. Voilà. Je suis contente de revenir et de vous voir. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour des sujets? Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles on n'a pas répondu? Moi, j'ai pas parlé de la 69. Ah oui, non. Alors, si, en fait, c'est fini là ou pas? Non, parce qu'il y a un truc que moi, j'ai pas compris. Ah oui. Non, je suis pas repartie chez moi. Je suis retournée à mon bureau. Voilà. Parce qu'en plus, on peut suivre la commission depuis notre bureau. Surtout que là, en l'occurrence, c'était l'audition. Il n'y a pas de vote. Il n'y avait pas de vote. C'était l'audition de Clément Beaune au commissaire au plan. Donc, c'est quoi, en fait, le commissaire au plan? Eh bien, justement, bonne question. Là, on peut se poser la question. Ouais. Non, mais non, je suis pas rentrée chez moi. Surtout que j'habite en Bretagne, donc je m'amuse pas à faire des allers-retours. Voilà, donc non, je suis... J'informe aussi les gens qui ont suivi que, en fait, il nous arrive parfois d'aller à 2 commissions en même temps. Oui, aussi. C'est-à-dire de venir, par exemple, prendre la parole dans une commission, courir dans le... et dans laquelle on n'a pas le droit de vote, parce qu'en fait, on est chef de file sur un texte, et ensuite aller à une autre commission, pour le coup, parce qu'il y a l'examen d'un texte,
et pour laquelle on a un droit de vote. Donc, Alors, on n'est plus à l'image. Vous nous entendez quand même? c'est dommage, vous manquiez une image éblouissante. Et si les insoumis députés sont élus maires, oui, le siège de député est repris par le suppléant ou la suppléante. Voilà. Justement, c'est l'un des rares rôles des suppléants. Non, mais en fait, ils sont quand même à quelque chose, les suppléants. Surtout que nous, en fait, comme on est des insoumis, on est des députés militants, la plupart de suppléants sont des militants. Donc voilà, donc faut pas. Mais c'est vrai que franchement, il pourrait y avoir un C'est petit devenu un évolution. podcast. C'est ça. C'est bien aussi les podcasts. Les caméras, la caméra est en grève. Ah ouais, oui, l'exploitation en fait. Oui, il est quasiment 21h. Hein, on vous entend. C'est devenu. Ok. On a répondu à toutes les questions ou pas? Ouais, ça on a répondu. Pour information, il y a des équipes derrière qui sont au taquet pour essayer de remettre l'image. Et Merci à vous. Tu dis que tu peux être dans 2 commissions en même temps, mais tu peux être aussi en commission et dans l'hémicycle. Oui, C'est typiquement tout à l'heure, alors, après les questions de gouvernement, il y avait la délégation droits des femmes qui auditionnait un certain nombre d'experts sur l'égalité professionnelle. Moi, j'étais oratrice pour le groupe La France Insoumise. Et en fait, il y avait comme en même temps en hémicycle, il y avait un vote solennel. J'ai pu donner une procuration de vote pour qu'un collègue vote pour moi. Donc, j'ai pu faire mon intervention. Et donc, ensuite, après le vote solennel sur les JOP 2030, il y a eu la motion de rejet sur le PLF. Là, il n'y a pas de délégation de vote. Donc, la délégation, la réunion de délégation s'est terminée. J'ai couru et j'ai raté le vote. Voilà, il y a des choses. La réalité. Qui arrivent. Et parce qu'en plus, là où j'avais la réunion de délégation, c'était ça a 10 minutes, non, peut-être pas 10 minutes quand même, à 5-6 minutes de l'hémicycle. Donc j'ai couru, mais pour rien. Donc voilà, un petit exemple de vie de député où en fait les commissions sont parfois en même temps que ce qui se passe en hémicycle. Donc si ça se passe bien, le président de la commission de la délégation fait une interruption. Donc moi, en délégation droits des femmes, il a fait une interruption pour que 2 députés qui n'avaient pas de procuration puissent aller voter. Mais pour la motion de rejet, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Et du coup, on est revenu à l'image en plus. Est-ce que ça vous va si je fais quand même un petit point sur la 69? Moi aussi, je suis un peu monomaniaque avec certains trucs. Parce qu'en fait, il faut que parce que tout à l'heure, je ne sais plus dans quelle réunion, parce qu'on en a plein, mais on se demandait sur quelle procédure c'était, parce qu'il y a plein de procédures. Exactement. Alors en fait, il y a 2 procédures en même temps. Donc déjà, pour résumer, juste pour rappeler, l'autoroute A69, j'imagine que vous avez tous entendu parler, c'est l'autoroute, le projet d'autoroute, parce qu'elle n'est pas finie encore, entre Toulouse et Castres. C'est en gros une 50aine de kilomètres. Ils prétendent gagner quelques minutes avec ça. Ils disent 25, c'est n'importe quoi. Hein. Au mieux, ça sera une dizaine et encore. Le péage sera hyper cher. Je crois que c'est un aller-retour pour 20 €. C'est n'importe quoi pour 50 bornes. Et surtout, c'est ultra destructeur. Ça détruit des centaines d'hectares de terres agricoles, de zones naturelles, donc des zones humides, etc., etc. Ça détruit et ça attaque des espèces protégées. Tout ça pour longer une route nationale qui existe déjà et qu'on aurait pu réaménager, mais les alternatives n'ont absolument pas été étudiées comme il faut. Ça longe aussi une voie ferrée. Donc, c'est pour dire qu'il y avait vraiment des tas d'autres possibilités. Donc, vous laissez pas croire quand on entend oui, c'est pour désenclaver Castres, etc. En vrai, il y avait plein d'autres possibilités. Bon, déjà, Castres n'est pas enclavé, c'est prouvé, mais bon, c'est un autre sujet. Bref, il y avait plein d'autres possibilités. J'en viens au fond. Donc là, vous savez qu'il y a une lutte contre ce projet de longue date, avec des collectifs très engagés, des élus locaux, etc., etc., et que en février dernier, le tribunal administratif de Toulouse avait tranché en disant que cette autoroute était bien illégale dans le sens où elle retirait en fait l'autorisation environnementale qui lui avait été donnée, et en fait en disant que pour faire simple, la raison officielle c'est qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les dégâts écologiques étaient trop importants par rapport aux intérêts qu'on prétendait y gagner. Ok ? Donc c'était une décision très forte, ça a fait un branle-bas de combat politique phénoménal, on les a tous vus à cran, et d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous en reparler puisque le projet de loi simplification revient, youpi, on va avoir la commission mixte paritaire la semaine prochaine,
je laisse là ça pour aujourd'hui, mais dans ce projet de loi qui était un gros fourre-tout, ils ont calé plein de facilitations justement à déroger aux droits de l'environnement et à permettre justement qu'on facilite l'installation de routes, d'infrastructures diverses, aussi de data centers, etc., etc. Je ferme la parenthèse. Mais bon, c'est pour dire que ça a été vraiment un traumatisme pour eux, surtout que c'était super bien argumenté. La décision disait bien, voilà, justement, la biodiversité notamment est beaucoup trop impactée, notamment, je parlais tout à l'heure des zones humides, on est sur une zone où il y a de la sécheresse de plus en plus forte, hein, comme partout de toute façon avec le dérèglement climatique. Bref, c'était une grande victoire pour les opposants, une grosse défaite donc pour le gouvernement notamment qui soutient ce projet, pour la région Occitanie, avec Madame Delga aussi qui est à fond derrière. Bref, ce qui s'est passé, c'est que bien sûr ils ont fait appel, l'État a fait appel, il en a le droit. Et la Cour d'appel s'est prononcée définitivement donc le 30 décembre, donc en pleine période de Noël, donc personne n'a rien suivi là-dessus. Ouais, c'était fait pour, hein, soyons clairs, je pense. Et là, donc la Cour d'appel est revenue sur cette décision en disant que finalement l'autorisation a été redonnée, alors avec une argumentation très faible, je ne détaille pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je vais faire très prochainement une vidéo longue pour expliquer tout ce dossier, et je comparerai un peu les deux décisions pour que tout le monde y voit plus clair. Mais en gros, vraiment, c'est vraiment pas au même niveau. Et puis surtout, c'est rare en fait qu'une cour d'appel nie en fait le propos revienne complètement sur le travail d'un tribunal administratif. Donc l'autoroute se poursuit et je précise quand même qu'en cours de route, les travaux avaient été autorisés à se poursuivre. Donc vous voyez bien qu'on est dans un passage en force permanent. Donc les opposants lâchent rien, là ils vont porter ça devant le Conseil d'État, mais encore une fois pendant ce temps-là les travaux se poursuivent. Mais il y a eu un deuxième dossier, là où il y a eu des victoires, c'est le volet pénal. Et là, tenez-vous bien, en fait, c'est là encore une fois les militants, les citoyens qui ont dénoncé, vous avez peut-être vu des vidéos qui montraient en fait que le chantier, non seulement il est catastrophique, mais en plus il déborde largement de l'emprise sur laquelle il est autorisé, par la fameuse autorisation environnementale. Mais c'est pas qu'un peu, hein, c'était plus de 40 hectares, là même on serait plus à 50, peut-être même ça déborde, et il faut vous rendre compte que c'est 10% de l'emprise totale du truc. C'est énorme. Et donc là, c'est des dégâts qui sont faits où il n'y a aucune mesure de compensation. Alors les mesures de compensation, c'est une catastrophe, mais pareil, j'y reviendrai à l'occasion, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Là, il n'y a même rien qui est prévu puisqu'ils n'avaient pas le droit de déborder comme ça. Or, ils ont bétonné, pareil, il y a une zone humide qui est affectée, donc évidemment, c'est des atteintes à la biodiversité, et ça, c'est pour le coup, c'est complètement illégal puisque c'était pas autorisé à la base. Normalement, ils auraient dû faire une demande d'autorisation supplémentaire pour faire ça. Et donc là, c'est là-dessus que le tribunal, du coup là c'est le tribunal judiciaire, parce que là c'est du pénal, c'est pas du droit administratif, qui s'est prononcé donc hier soir, en disant qu'effectivement il y avait des atteintes à l'environnement énormes sur ce qui était dénoncé, hein, la cinquantaine d'hectares, supplémentaires qui n'étaient pas autorisés, et donc la juge a demandé l'arrêt immédiat des travaux sur cette zone-là, pas sur le tracé principal, et sinon elle a même augmenté par rapport à ce qui avait été demandé par le procureur, elle a dit qu'il y aurait 20 000 € par jour d'astreinte s'il ne respectait pas l'arrêt immédiat. Voilà, elle a même dit que elle a un peu invité les associations à regarder s'il n'y avait pas d'autres débordements, mais c'est pour dire, moi ce que je veux pointer derrière là, c'est le fait que l'État laisse faire. Rien à cirer. Il a fallu que les opposants montrent tout ça pour que la préfecture dise il faudrait que vous regardiez quand même si vous débordez pas un petit peu du tracé prévu. Enfin, c'est juste une honte. Ils laissent passer en force, faire tout ce qu'ils veulent. C'est déjà un chantier destructeur. C'est encore pire et ils en ont rien à cirer, clairement. Et là, il y a même un autre truc en cours, c'est qu'ils essaient de faire des travaux la nuit pour aller le plus vite possible. Parce que normalement, ils sont censés livrer l'autoroute à cet automne. En vrai, c'est pas possible. Mais oui. Non, mais bon. Bref, mais en tout cas, leur idée, c'est d'aller le plus vite possible parce que de toute façon, notamment, il va y avoir une décision du Conseil d'État. Comprenez bien que du coup, leur objectif, c'est que l'autoroute, elle soit finie ou quasi finie à ce moment-là pour que si le Conseil d'État dise, non, en fait, il y a un gros problème avec cette autoroute, elle n'aurait pas dû être autorisée, ils puissent dire, c'est trop tard. Et voilà. Du coup, il y a quelqu'un qui demande si les travaux se poursuivent et qu'elle a... C'est ce que j'ai posé comme question. Et en fait, c'est déjà arrivé. Il y avait une route comme ça, c'était à Pont-Sainte-Maxence il y a. Ouais, c'est ça. Il y a quoi? Il y a 1 ou 2 ans, je ne veux pas dire de bêtises, où justement l'autorisation environnementale avait été annulée, mais la route était finie. Elle est finie. Voilà. Donc ça, c'est un process qui est énormément utilisé, si je peux dire comme ça, par les pouvoirs publics dans le cadre du non-respect du droit de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, les recours sont très longs et donc en fait, ils en profitent. Alors en plus de ça, moi,
le fait qu'on ait autorisé les travaux à se poursuivre dans l'attente du jugement dit sur le fond, c'est-à-dire sur la question de l'autorisation environnementale, en vrai, c'est un scandale. Parce que forcément, c'est une mise devant le fait accompli. Parce que c'est une très bonne question qui est posée là. C'est-à-dire qu'une fois que. Là, nous, ce qu'on dit, ce que disent les opposants, et moi, je soutiens ce propos, c'est qu'en réalité, tant que le béton n'est pas coulé, c'est pas perdu. Parce qu'en fait, là, j'en ai discuté avec des écologues et des hydrologues, etc. Bien sûr que les destructions, les arbres qui ont été abattus, ils vont pas repousser du jour au lendemain, hein, surtout les arbres qui étaient plus que centenaires. Mais par exemple, la nature, en fait, déjà, sait reprendre ses droits quand on la laisse tranquille. Et en plus de ça, justement, les spécialistes ont des méthodes aussi pour permettre, pour aider en fait la nature à reprendre ses droits et à renaturer en fait une zone qui a été terrassée. Donc tant que le béton n'est pas coulé, tout n'est pas perdu, c'est encore récupérable, mais là, comme je vous l'ai dit, là il y a vraiment une tentative de passage en force jusqu'au bout. Voilà. Il y a une question de... Vas-y, non. D'après une enquête de Investigation, il semblerait que cet acharnement serait pour récompenser, entre guillemets, des aidants de l'une des deux campagnes présidentielles. Effectivement, c'est ce que démontre l'enquête d'Off Investigation que vous citez. Ce qui est sûr, c'est que derrière, il y a des intérêts privés. Enfin, c'est toujours la même histoire. Là, en l'occurrence, on sait très bien que c'est Pierre Fabre, donc, qui est décédé aujourd'hui, mais du coup, derrière lui, son entreprise qui veut depuis longtemps son autoroute. D'ailleurs, pour aller, parce que le siège de l'entreprise Pierre Fabre, c'est des produits, par exemple les marques Aven, Chlorane, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est une énorme boîte parapharmaceutique. Et donc en fait, ils sont basés à Castres. Et donc, du coup, là, par exemple, ils font du chantage, littéralement, à l'emploi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils avaient dit oui, de toute façon, s'il n'y a pas l'autoroute, nous, du coup, on réfléchira peut-être à aller ailleurs, etc. etc. Mais juste pour... alors eux, effectivement, ils auraient peut-être un intérêt en gros, à ce que les ingénieurs et autres collaborateurs de groupes qui vivent à Toulouse, qui ont envie de vivre à Toulouse, mais travailler à Castres, par exemple, puissent le faire. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on souhaite, y compris pour l'agglomération de Castres? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais porté pour notre groupe, notre proposition de moratoire sur les routes, justement, et autoroutes, routes de 2x2 voies et autoroutes. Justement pour qu'on prenne le temps de réfléchir à savoir si c'est vraiment ce qu'on veut faire comme aménagement du territoire. Et ce qui m'avait été dit très clairement dans les auditions, c'est qu'en fait, ce qui est prouvé de manière certaine, c'est qu'en fait, ça déplace l'activité, hein, ce genre de grand axe comme ça, une autoroute. C'est-à-dire que l'activité se déplace et que ça va au bénéfice de la plus grosse agglomération. Donc la Castres, Toulouse, je vous fais pas un dessin. Ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, ça va bénéficier à Toulouse et qu'en réalité, contrairement aux discours qui sont portés par les promoteurs de l'autoroute, ça risque plutôt de vider le bassin Castres-Mazamet plutôt que de lui profiter. Donc la réalité, moi, je pense, ça me paraît clair que les intérêts derrière, ils sont privés, c'est pas l'intérêt général. Et là, je parle même pas, puisqu'on a beaucoup parlé d'agriculture, de toutes les terres agricoles qui ou ont été saccagées ou sont coupées en deux. Ça a des conséquences, mais énormes. Et pareil, alors il y en a, on leur a retiré leur terre, du coup on leur propose ailleurs, mais du coup c'est pas la même terre, c'est pas, enfin. Et il y a beaucoup d'agriculteurs justement qui se sont mobilisés, notamment de la Confédération paysanne, contre cette autoroute. Il y en a qui me montraient en fait l'impact, par exemple, au terme d'hydrographie, c'est-à-dire de l'eau sur le terrain. Et là, ça change tout, évidemment, pour la culture. Enfin, chacun le comprend. Et il m'expliquait complètement. Et ça assèche. Et le fait, par exemple, qu'avant, ils avaient quelque part le terrain agricole avait accès à la zone humide, enfin plus exactement la zone humide allait jusqu'au terrain, là c'est plus le cas. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Enfin, s'il faut irriguer, enfin bon, il y a tout ça derrière quoi. Bref, ça a des conséquences absolument énormes. Et je voulais dire un autre truc sur l'agriculture qui m'a échappé. Ah oui, et ce qu'ils expliquaient aussi très bien, parce qu'on les a beaucoup auditionnés, c'est qu'en fait, cette autoroute, eux, va leur compliquer la vie, par exemple, parce qu'ils vont être obligés de faire tout un tas de détours, par exemple pour leur livraison, mais aussi pour aller, par exemple, d'un bout de leur exploitation à une autre, quand ils ont été déplacés d'un bout à l'autre. Et enfin, je dis une dernière chose là-dessus, sur ce dossier, c'est vraiment le dossier de la honte, du début jusqu'à la fin. Franchement, cette autoroute, c'est le symbole de ce qu'il faut surtout plus faire en période de crise écologique majeure, comme celle qu'on connaît, d'effondrement de la biodiversité. Parce que c'est pareil, vous avez écouté, il y a le président de la LPO là, qui a pris la parole pendant les vacances aussi pour dire à quel point en fait, les espèces, la Ligue de protection des oiseaux, qui parlait de l'effondrement en fait, des animaux, mais des populations aussi végétales qu'on voit et qui a des conséquences majeures qu'on mesure peut-être moins
que le dérèglement climatique, parce qu'on ressent tous, hein, les canicules, la disparition des animaux ou de certains végétaux, ça nous parle peut-être moins, mais en fait, ça a des conséquences majeures pour notre écosystème global dans lequel on vit, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue dans ma tête. Je parlais des agriculteurs. Ah oui, le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'en plus, qu'avait démontré la rapporteure publique, donc c'est celle qui avait donné son opinion avant qu'il y ait le jugement par le tribunal administratif en février dernier, elle disait aussi donc, en fait, ça allait déporter le trafic sur les petites routes d'à côté, où là en plus on met plein de ronds-points, etc. Et en réalité, ça risque d'être beaucoup plus de nuisances pour les gens qui vivent dans les villages, etc. Et de pollution, bien entendu, parce que l'autoroute est beaucoup, beaucoup trop chère. Et du coup, la parade des autorités, donc État, donc région donc de Madame Delga, c'était d'augmenter le budget qu'on donne aux concessionnaires pour qu'ils veuillent bien baisser son tarif. Attends. Ouais. Le public donne de l'argent du privé pour qu'il gère ses tarifs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire C'est que Madame Delga, ça? Oui, Madame Delga et l'État, enfin, le gouvernement. C'est l'idée que les contributeurs. Sponsorisent. Oui, exactement. De toute façon, c'est déjà le cas, vu que c'est financé en partie par l'État. Oui, mais là, effectivement, c'est augmenter le budget pour que le concessionnaire veuille bien baisser son péage pour que ça soit pas trop un fiasco, donc pour que lui aussi s'y retrouve à la fin. Vous vous rendez compte du truc? Et ça, c'est nous, hein, les contribuables, qui payons. C'est pas un fiasco du début à la fin. Voilà. Donc on lâche rien. N'hésitez pas à suivre les collectifs qui continuent à se battre contre ça. Je pense à La Voix est libre, mais il y a aussi donc la Confédération paysanne locale, il y a Attaque aussi locale. Enfin, bref, il y a beaucoup de gens très mobilisés. Les avocats sont au top et il faut suivre ce qui va se passer au Conseil d'État. Et voilà, si vous pouvez rejoindre la lutte, parce que je pense que c'est une lutte exemplaire en termes de projet politique en fait, de ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire dans le pays aujourd'hui avec la situation écologique qu'on connaît. C'est-à-dire que moi, je dis pas, personne ne dit qu'il ne faut plus rien aménager, qu'il ne faut plus qu'il y ait de route. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on veut, comment on aménage le territoire. Parce qu'il y a plein d'autres projets comme ça. Planifier. Et voilà, il faut planifier. Parce que ce qui n'est pas pensé du tout, je l'avais vu aussi quand je travaillais sur le moratoire, là, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout d'impact global de tous ces projets. C'est-à-dire qu'on les décide localement. Donc, tu as ça, tu as le Lyon-Turin, tu as ça là-bas, tu as telle autoroute là-bas. Il y en a plein, en fait, des projets de contournement d'autoroutes en ce moment qui sont contestés. Vous pouvez suivre la déroute des routes si le sujet vous intéresse aussi. Ils font un énorme travail, justement, sur tous ces gros projets qui sont contestés. Et en fait, à chaque fois, on les autorise localement en disant, mais non, on en a absolument besoin localement. Mais si vous additionnez tout ça, ça a un impact absolument colossal. C'est de la démagogie localiste, en fait. Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas hostile à la décentralisation, mais enfin, vraiment, clairement, on voit qu'à chaque fois qu'il y a des projets d'aménagement, on laisse tel baron décider sans harmonie avec ce qui se fait immédiatement à côté, sans harmonie avec, je sais pas, en fait, un projet de territoire global et même un projet national. En fait, il y a pas de pilotage. Effectivement, ce que tu disais, c'est qu'il faut de la planification. Et c'est pas juste laisser à la main à Carole Delga parce que tu comprends Pierre Fabre et compagnie. Enfin, puis en plus après ça écœure les gens c'est clair. Ça écœure les gens en fait de découvrir après que finalement la région va financer une boîte privée, que Pierre Fabre fait du chantage à l'emploi. Enfin, ouais, Et en plus, j'ai oublié de dire un truc aussi, pour ceux quand on n'habite pas loin, ce qui est mon cas, on voit bien que en fait, la route nationale qui existe déjà, hein, je vous en ai parlé, donc l'autoroute longe, en fait, elle est enfin, c'est pas qu'elle n'est pas utilisée, mais enfin, franchement, il n'y a rien qui justifie une autoroute. Je vous assure je l'ai prise des tas de fois où des fois, il n'y a personne, quoi. Donc en vrai, il est fort possible que de toute manière, cette autoroute, elle soit pas du tout largement, pas utilisée au point, en tout cas, que les promoteurs essaient de le dire. On aurait donné un peu d'argent, on aurait donné de l'argent. Oui, c'est ça. Un projet qui va être un fiasco. Ça, j'en suis absolument persuadée. C'est la définition du grand projet inutile. Exactement. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est l'heure 21h15. Je ne sais pas si vous avez mangé, mais pas moi. Non. On va terminer l'émission. Non plus, il n'a pas mangé. On l'entend. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, tout à fait. Une campagne présidentielle. Qu'est-ce qui dit une campagne présidentielle, peut-être? Oui. On vient juste d'avoir l'information que samedi à Paris, donc je pense que c'est dans d'autres endroits en France, samedi à Paris, une grande manifestation en soutien au peuple iranien qui se fait massacrer dans le blackout imposé par le régime islamiste théocratique et autoritaire de la République islamique d'Iran. Donc nous, on exprime notre plein soutien
aux Iraniennes et aux Iraniens qui se battent pour leur liberté, pour leurs droits démocratiques et sociaux et pour leur souveraineté nationale. Et évidemment, on exprime notre solidarité, notre opposition à celles et ceux qui voudraient s'ingérer et décider du destin des Iraniennes et des Iraniens à leur place. Donc c'est le 17 à Paris et c'est au Trocadéro. Voilà, à 15h. On y sera. Bon, merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints encore cette semaine. J'étais contente de vous retrouver. Merci Manon, merci Mathilde d'être venue. Merci à tout le monde et bonne rentrée. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ah, c'est à Panthéon, ça a changé. Ah. Bah, tout à l'heure, c'était au Trocadéro. Bon, voilà, l'organisation des collectifs. On mettra toutes les infos sur les réseaux. Ouais, on mettra ça. À la semaine prochaine. Il y avait Troca.